Certains ont développé l'idée que la majorité des êtres humains ne seraient pas pleinement conscients. Dans un jeu vidéo, quand tu interagis avec un personnage non jouable, il te répond à partir d'un ensemble limité de phrases préprogrammées. Peu importe combien tu poses de questions ou comment tu formules tes réponses, tu finis toujours par tourner en rond dans la même boucle. Et plus on observe le comportement des gens dans le monde moderne, plus cette analogie devient difficile à ignorer. Il y a très peu de différence entre un individu totalement immergé dans la matrice contemporaine et un personnage programmé. La majorité ne joue pas vraiment le jeu de la vie, ils sont en pilotage automatique. Ils ne créent rien, ils ne choisissent rien, ils suivent une suite d'instructions implantées depuis l'enfance. As-tu déjà essayé d'expliquer certaines vérités du monde à un proche, et vu son regard se figer, comme si son esprit se déconnectait? As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Je préfère ne pas penser à ce genre de truc » ou te faire traiter de rabat-joie parce que tu parlais de guerre, de corruption, de choses sombres que personne ne veut affronter? À ce moment-là, ce n'est pas la personne qui parle, c'est le programme à l'intérieur d'elle qui active un mécanisme de défense. C'est une forme de résistance inconsciente, comme si tout ce qui menace la stabilité du récit intérieur devait être rejeté immédiatement, sans analyse. La technologie joue un rôle central dans cette fermeture de l'esprit. Les téléphones, les réalités virtuelles comme Pokémon Go, la propagande constante sous toutes ses formes, tout cela altère les fonctions naturelles du cerveau humain. L'attention est dispersée, la pensée critique est étouffée, et la moindre tentative de réflexion profonde provoque un inconfort réel. Une dissonance cognitive intense peut déclencher une réaction physique, parfois de la colère, parfois une forme de douleur intérieure, simplement parce qu'on vient remettre en question le système mental en place. Nietzsche disait que les masses forment un troupeau qui cherche instinctivement un pouvoir supérieur pour le guider. Ce n'est pas qu'ils veulent être libres, c'est qu'ils veulent être dirigés. Lénine, en découvrant cette réalité, en aurait perdu la raison. Il s'était illusionné en croyant que des slogans suffiraient à libérer les consciences. Mais les masses ne cherchent pas à s'éveiller, elles veulent être rassurées. J'avais commencé à travailler dans un entrepôt logistique en périphérie de la ville, c'était un job du soir que je faisais après les cours, un contrat étudiant qui me permettait de tenir financièrement sans trop empiéter sur la journée. Je finissais à 21h, et à force de répéter les mêmes gestes, j'avais rapidement pris le rythme. Le boulot en lui-même n'avait rien de spécial. Scanner, soulever, empiler, préparer, ranger, vérifier. L'espace était propre, les équipes discrètes, les machines toujours en activité. La routine s'installait vite, et c'est justement cette répétition qui a commencé à me déranger. Au début, c'était juste une impression vague, difficile à formuler. Un genre de décalage, comme si je flottais dans un environnement où tout le monde suivait un scénario figé. Certains collègues ne parlaient jamais, certains clients semblaient ne jamais varier leurs commandes. Mais avec le temps, j'ai commencé à repérer des comportements qui dépassaient la simple habitude. Un en particulier m'a marqué. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux courts, casquette noire, toujours habillé de la même manière, toujours la même commande. Il arrivait à la même heure, se plaçait exactement au même endroit, répétait exactement les mêmes gestes, les mêmes mouvements de tête, les mêmes poses. Tout chez lui semblait programmé. Ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est ce que j'ai remarqué un soir en sortant les poubelles. Sa voiture était déjà sur le parking, moteur éteint, phare coupé. Il était assis au volant, parfaitement immobile, les yeux braqués droit devant lui. Il ne faisait rien. Il attendait. Il est resté comme ça pendant au moins 10 minutes avant de sortir, comme si quelque chose en lui s'était soudainement activé. Ensuite, il a exécuté sa routine habituelle, sans un regard pour personne, puis il est reparti. Pendant plusieurs jours, j'ai commencé à l'observer plus attentivement. Il reproduisait chaque geste avec une précision presque absurde. Même les employés autour semblaient ne pas remarquer son comportement ou bien faisaient semblant de ne rien voir. J'ai commencé à avoir la sensation étrange que le monde autour de moi manquait de spontanéité,
comme si quelque chose de plus grand essayait de donner l'illusion d'une activité normale mais en se contentant de copier-coller des scènes. Un soir, j'ai terminé un peu plus tôt que d'habitude. Il venait de récupérer sa commande et sortait de l'entrepôt. J'ai décidé de le suivre. Pas par curiosité malsaine, mais parce que je devais comprendre. J'ai attendu qu'il quitte le parking, puis j'ai suivi sa voiture discrètement, en gardant mes phares éteints et une distance raisonnable. Il a roulé longtemps, sortant des axes principaux, traversant des zones industrielles désertes, avant de rejoindre une sorte de vieux parking en gravier situé en lisière d'un bois. Il faisait déjà nuit noire, et les réverbères autour ne fonctionnaient plus. Il s'est garé, moteur coupé, et n'a pas bougé. J'ai d'abord cru qu'il était seul, mais en m'approchant un peu, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres voitures. Une dizaine. Garées dans le désordre, éparpillées sur le terrain. À l'intérieur, les conducteurs restaient parfaitement immobiles, tous seuls, tous dans le noir, tous les yeux ouverts, regardant vers le même point vide devant eux. Aucun téléphone, aucun bruit, aucun signe de vie normale. Il n'y avait pas de musique, pas de discussion, rien. Juste des adultes figés, presque en pause, comme s'ils attendaient une instruction qu'aucun d'eux ne recevait. Je suis resté à distance pendant une trentaine de minutes, sans comprendre ce que j'étais en train de voir. Puis, un par un, sans coordination apparente, les moteurs se sont rallumés. Les voitures sont reparties dans le silence, se dispersant dans différentes directions. Lui aussi est parti, comme si tout cela n'avait été qu'un passage banal de sa journée. Le lendemain, il n'est pas revenu. Plus aucune trace de lui. Sa commande ne figurait plus dans le système, son nom n'apparaissait plus sur les listings, personne ne semblait se souvenir de lui, même ceux qui l'avaient servi la veille. J'ai attendu plusieurs jours, puis je suis retourné sur le parking, mais il n'y avait plus rien. Plus de voitures, plus de traces, même les empreintes dans le gravier avaient disparu. Ce n'est pas ce que j'ai vu ce soir-là qui m'a le plus dérangé, mais ce qui a suivi. Après cette nuit, l'ambiance à l'entrepôt a changé subtilement. Certains collègues semblaient plus mécaniques qu'avant. D'autres que je connaissais bien ont été remplacés du jour au lendemain, sans explication. J'avais l'impression que quelque chose avait été corrigé autour de moi, comme si j'avais vu un morceau du décor qu'on n'était pas censé remarquer et que le système avait réagi en masquant la faille. Je n'ai plus jamais revu ces gens, ni dans la ville, ni ailleurs, et je n'ai jamais pu expliquer ce que j'ai observé. Mais à partir de ce moment, j'ai arrêté de regarder les gens trop longtemps dans les lieux publics, de peur de découvrir encore une fois que certains d'entre eux ne jouent pas le même jeu que nous. Dolores Cannon était hypnothérapeute. Elle utilisait l'hypnose pour plonger ses patients dans des états de transe profonde, afin d'atteindre ce qu'elle appelait leur « moi supérieur ». Au fil de ces séances, elle recueillait des informations étranges et souvent dérangeantes. L'un des cas les plus singuliers concernait une femme qu'elle avait mise sous hypnose. Au cours de la séance, sans émotion particulière, cette femme parla de ce qu'elle appelait les « gens de fond », un terme que Cannon n'avait jamais entendu auparavant. Intriguée, elle lui demanda de revenir sur ce point et d'expliquer ce qu'elle voulait dire. La patiente, toujours en transe, répondit calmement que tous les êtres humains présents sur cette terre ne possédaient pas une âme. Elle affirma qu'il existait des gens qui étaient là uniquement pour remplir l'espace, des entités qui, dans le langage des joueurs de jeux vidéo, ressembleraient à des personnages non jouables. Ces « gens de fond » avaient été placés ici pour une raison précise, détourner les personnes vibratoirement plus élevées de leur trajectoire spirituelle, les empêcher d'atteindre une forme d'élévation, et surtout les maintenir prisonnières de ce monde. Selon ce que Cannon a appris, l'humanité est exploitée. Pas dans le sens matériel, mais dans un sens énergétique. Les émotions humaines, les souffrances, les passions, les pulsions et tout ce qui nous attache à ce monde forment une source d'énergie que certaines entités, parfois qualifiées de démiurges, utilisent pour se nourrir. Ce créateur de l'univers matériel, tel qu'il est décrit dans plusieurs traditions gnostiques, n'a aucun intérêt à voir les âmes s'élever ou sortir du cycle des réincarnations. Ce qu'il veut, c'est que nous restions ici, enfermés dans la matière, piégés dans des existences répétées, encore et encore, afin qu'il puisse continuer à se nourrir de ce que nous émettons.
Les « gens de fond » servent à ça. Ils sont là pour vous tirer vers le bas, pour vous maintenir à un niveau de conscience réduit. Ils incarnent les distractions permanentes, les conflits inutiles, les désirs sans fin. Leur présence est conçue pour empêcher toute avancée réelle sur le plan spirituel. Ils vous poussent à rester centré sur le physique, sur l'instant, sur la gratification immédiate. À travers eux, le système vous incite à vous définir uniquement par votre corps, vos possessions, vos pulsions, vos habitudes. Le but est simple, que vous n'ayez jamais envie de chercher au-delà, que l'idée même d'une réalité supérieure vous paraisse absurde ou risible. Cela fait écho aux pensées du philosophe Plotin, qui voyait la philosophie comme une préparation à ce qui vient après la mort. Pour lui, il existait 3 niveaux de réalité. Le premier était le monde physique, dans lequel nous sommes tous enfermés. Le second était ce que Socrate appelait le monde des archétypes, un niveau plus subtil et plus structuré, où résident les formes idéales. Enfin, au-dessus de tout cela, il y avait le monde de l'âme, la réalité véritable, celle que nous devrions tous chercher à rejoindre. Plotin considérait que notre existence ici-bas devait être tournée vers cette élévation. Il incitait chacun à s'éloigner des distractions du corps, à se libérer des illusions du monde matériel, à s'élever vers une conscience plus pure. À l'inverse, les gens de fond sont là pour vous convaincre que rien n'existe au-delà du visible, que tout ce discours spirituel n'est que fantasme, et que vous n'êtes au fond qu'une machine biologique animée par des instincts programmés. Ils vous poussent vers le sexe compulsif, la consommation excessive, les dépendances en tout genre, le divertissement permanent, la peur, la colère, la compétition et l'attachement aux choses. Tout est conçu pour vous faire croire que c'est ça, la vie. Que vous n'êtes rien d'autre qu'un organisme en survie, sans origine, sans but, sans destinée. Et pendant ce temps-là, vous oubliez de chercher à vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Ils sont là pour vous maintenir ici. Pas physiquement, mais énergétiquement. Depuis quelque temps, l'un de mes meilleurs amis me parle souvent d'une théorie selon laquelle la réalité telle que nous la vivons ne serait qu'une simulation, et que nous naviguerions en fait dans une réalité virtuelle très complexe. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons très au sérieux, mais on en discute quand même assez régulièrement. Et c'est uniquement pour cette raison que j'ai commencé à remarquer des choses étranges, comme celle-ci. L'autre jour, j'étais chez Kroger, un supermarché, et j'ai vu 3 personnes qui triaient et mettaient leurs fruits et légumes en sac de manière presque parfaitement synchronisée. L'une était une femme blanche âgée, une autre était une femme asiatique d'âge moyen, et le troisième était un homme blanc d'âge moyen. Ils ne semblaient pas être ensemble, ils étaient tous les 3 à au moins 3 mètres les uns des autres, et ils n'avaient rien en commun, sauf le fait qu'ils faisaient exactement le même geste, quasiment en même temps. Ça m'a donné une étrange impression, comme s'ils étaient en fait le même programme d'IA avec des apparences différentes. J'ai commencé à me dire que si je n'avais jamais remarqué ce genre de choses avant, c'était peut-être parce que ces IA, similaires, sont généralement bien réparties dans l'espace, de sorte que, pour un observateur, elles donnent l'illusion d'un monde riche, peuplé de personnages uniques effectuant des actions variées. Mais dès qu'on en voit plusieurs identiques dans le même champ de vision, l'illusion commence à se fissurer. D'un côté, je suis presque sûr que ce n'était qu'une simple coïncidence. Mais en sortant du magasin, je n'arrivais pas à savoir si cette réflexion me faisait sourire ou me mettait un peu mal à l'aise. Je me souviens d'un jour en particulier où j'ai vu pas mal de choses étranges dans le ciel, des trucs bizarres qui n'avaient rien à faire là, comme s'il y avait un genre d'activité anormale, presque artificielle. J'étais plutôt tranquille à ce moment-là, un peu ennuyé, alors je me suis dit pourquoi pas, juste pour voir ce que ça donne, et j'ai appelé l'aéroport local en demandant carrément à parler au département des Chantrailles. Évidemment, c'était pas sérieux, je m'attendais à rien, c'était plus un coup de curiosité absurde qu'autre chose. Je suis tombé sur un gars au téléphone et j'ai commencé à lui parler pendant quelques minutes, un échange un peu absurde, ça partait un peu dans tous les sens, et puis au moment où je jette un œil par la fenêtre, sans raison précise, juste comme ça, une voiture de flic fait un demi-tour complet juste devant ma maison. Je vis dans une zone un peu reculée, pas complètement isolée mais pas non plus dans un coin où la circulation est dense, et les patrouilles de police,
même si elles existent, ne sont pas fréquentes. Alors pour qu'une voiture de flic passe pile à ce moment-là, et surtout qu'elle fasse un demi-tour, juste devant chez moi, ça m'a glacé pendant une seconde. C'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours. Tu pourrais passer des semaines sans jamais voir un flic faire demi-tour là, et pourtant c'est exactement ce qui s'est produit, à l'instant précis où je regardais par la fenêtre, en plein milieu d'un appel complètement loufoque à propos de chantrail. Je suis pas naïf. J'ai pris mes précautions, j'ai appelé en numéro masqué, rien qui puisse me relier directement à quoi que ce soit. Et malgré ça, ce moment m'est resté gravé. Je sais que la plupart des gens vont dire que c'est une coïncidence, que c'est juste le hasard qui a voulu ça. Mais moi, j'ai vécu trop de coïncidences dans ma vie pour continuer à croire que tout ça est purement aléatoire. Ça arrive trop souvent, trop précisément, comme si quelque chose, quelque part, surveillait, répondait ou réagissait au moindre mouvement, à la moindre pensée. Avec le temps, j'ai fini par me dire qu'il existe peut-être une sorte d'esprit collectif, une conscience partagée ou un système d'interconnexion dont la plupart des gens ne sont même pas conscients. Et ce qui me trouble le plus, c'est que je ne sais pas si ces gens qui agissent de manière synchronisée avec ce que je fais ou ce que je pense sont de simples humains influencés à distance, ou s'ils sont quelque chose d'autre, des entités à part entière, sans âme, connectés à un réseau, comme des terminaux d'un programme plus vaste. Je me pose la question parfois, est-ce qu'ils sont dirigés par une forme d'intelligence extérieure, quelque chose de technologique ou de spirituel, ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes des agents de ce système, comme des extensions d'une seule et même volonté? J'en ai aucune certitude. Mais ce que je sais, c'est que ce genre d'événement me donne de plus en plus l'impression qu'on ne vit pas dans un monde aussi simple qu'on le pense. Il y a des mécanismes invisibles, des interactions silencieuses qui se produisent en arrière-plan, et la plupart des gens ne les remarquent jamais. Il y a un peu moins d'un an, ma sœur et moi venions de finir d'aider notre grand-mère à faire quelques tâches ménagères. Elle est en mauvaise santé et ne peut plus faire grand-chose toute seule. Elle vit dans une grande résidence en zone rurale, un complexe de plusieurs immeubles, 6 ou 7 en tout, avec entre 15 et 30 logements par bâtiment, et de nombreuses allées et intersections reliant les parkings. Il n'y a pas de place attitrée, alors je m'étais garé au plus près de son logement. Au moment où ma sœur et moi nous apprêtions à monter dans ma voiture, un autre véhicule est arrivé et s'est garé juste derrière nous, nous bloquant complètement. La porte du passager était à seulement quelques centimètres de mon pare-choc. Je ne me souviens plus du modèle exact, mais c'était un SUV gris, probablement de la fin des années 2000 ou du début des années 2010. Une femme blonde, d'âge moyen et légèrement en surpoids, est sortie côté conducteur et s'est brièvement excusée de nous bloquer, expliquant qu'elle déchargeait simplement ses courses et qu'elle en aurait pour une minute. Elle était manifestement seule, il faisait grand jour, et il y avait d'autres personnes autour, donc je n'ai rien soupçonné de louche. On lui a dit que ce n'était pas un souci, qu'on n'était pas pressé. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré, pensant qu'elle en aurait vraiment pour une minute. Rien d'inquiétant, non? À côté du parking, il y avait un escalier en béton menant au bâtiment le plus proche, celui où habite ma grand-mère. Je pensais qu'elle allait l'emprunter, mais à ma grande surprise, non. Après avoir ouvert le coffre et pris un sac dans chaque main, on l'a regardé traverser lentement tout le parking, pour aller jusqu'à un bâtiment complètement à l'opposé d'une autre, sans le moindre doute sur la direction qu'elle prenait. Je n'ai pas trouvé ça étrange sur le moment, mais j'ai quand même fait remarquer à ma sœur que c'était bizarre de se garer aussi loin de sa destination. Elle m'a répondu qu'elle faisait peut-être une livraison pour quelqu'un, et qu'elle ne connaissait pas bien l'endroit. C'était plausible, mais cette femme marchait tout droit vers cet immeuble lointain, sans hésitation, comme si elle savait exactement où elle allait. Elle ne regardait pas autour d'elle, ne semblait pas chercher un numéro de porte ou un appartement. Et puis, à cette distance, il était impossible de voir les numéros sur les portes. Pour ajouter à l'étrangeté, il y avait plein de places libres beaucoup plus proches du bâtiment où elle se rendait. Le parking était à moitié vide. J'ai partagé ces détails avec ma sœur, mais elle a haussé les épaules en me disant que je me faisais des idées. À ce moment-là, je n'allais pas encore jusqu'à croire qu'elle nous avait bloqués exprès, mais quelque chose me dérangeait. Elle a fait plusieurs allers-retours entre son SUV et le bâtiment en question,
toujours par le même chemin. À force d'attendre dans la voiture, j'ai fini par couper le moteur. Le temps passait, et je commençais à m'agacer. Finalement, elle est revenue vers sa voiture, s'est installée au volant, et j'ai redémarré aussitôt, prêt à partir dès qu'elle bougerait. Elle a commencé à rouler et, par coïncidence ou non, elle prenait exactement le même chemin que nous pour quitter le complexe. Peut-être qu'elle vivait bien là et qu'elle devait aller ailleurs après avoir rangé ses courses. Peu importe, parce que ce qui s'est passé ensuite m'a glacé le sang. Je l'ai suivie à travers le parking et dans l'allée qui mène à la route principale. Il y a beaucoup d'enfants dans la résidence, donc les habitants sont très stricts concernant la vitesse. Il y a plusieurs ralentisseurs et des panneaux indiquant de rouler doucement. La femme est arrivée à un stop, a tourné à droite derrière un bâtiment, et a momentanément disparu de mon champ de vision. À mon tour, j'arrive au stop, je tourne à droite, et là, elle avait disparu. Plus de voitures. Nulle part. Il n'y a aucune autre voie qu'elle aurait pu prendre à cet endroit. C'est une ligne droite qui mène à la sortie. Cette portion est aussi parsemée de ralentisseurs, donc même si elle avait accéléré à fond dès qu'elle avait tourné, j'aurais dû voir ses feux arrière. C'était impossible qu'elle soit déjà sortie de mon champ de vision. Je ne suis pas du genre à croire au paranormal, mais cet enchaînement de choses m'a profondément troublé. J'ai même commencé à me demander si son but n'avait pas été de nous retenir volontairement à cet endroit, et si tout cela n'était pas prémédité. Sur le chemin du retour, ma tête tournait à toute vitesse. Je n'arrêtais pas d'en parler à ma sœur, qui reconnaissait que c'était étrange, mais elle n'était clairement pas aussi secouée que moi. Elle a toujours été plus posée que moi dans ce genre de situation. Mais là, c'était différent. Est-ce que j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir? Ou est-ce que je n'ai pas vu quelque chose que j'aurais dû voir? Cette histoire continue de me hanter. Et ce qui me perturbe peut-être encore plus, c'est que chaque fois que j'en reparle à ma sœur, elle a toujours la même réaction, elle balaie ça d'un revers de main, comme si on avait juste halluciné. Je ne sais pas si elle est dans le déni ou si elle garde son sang-froid pour me rassurer. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je ne pense pas que les gens soient sans âme, mais j'ai vraiment l'impression que leur troisième œil est littéralement maintenu fermé de force, et que ça ne fait qu'empirer avec le temps, en grande partie à cause de la technologie. On est trop informé. Tout est accessible instantanément, en un clic, en une recherche. Et paradoxalement, plus on a accès à l'information, moins les gens semblent avoir de motivation, de volonté ou même de curiosité réelle. Tout le monde regarde la vie à travers un écran. On ne vit plus les choses directement, on les consomme en différé, filtré, digéré encore par des algorithmes et des flux de données. On ne cherche plus, on attend qu'on nous montre quoi penser, quoi ressentir, quoi croire. C'est comme si l'esprit humain avait été verrouillé dans un état de veille permanent. Plus personne ne remet rien en question. Plus personne ne se demande ce qu'il y a derrière l'image, derrière les apparences. Même ceux qui croient être éveillés sont souvent juste pris dans une autre couche du même système. Ce qui manque, ce n'est pas l'accès à la vérité, c'est l'élan pour aller la chercher. C'est cette impulsion intérieure, cette capacité à se poser et à se demander, et si tout ce qu'on m'a dit depuis le début était faux? Cette petite étincelle qui peut tout changer, elle est étouffée. Pas éliminée, mais maintenue sous contrôle. Je me suis souvent dit que ce serait fascinant de voir certains sceptiques, certains de ceux qu'on appelle les moutons, vivre une vraie expérience de conscience élargie. Pas juste lire un article ou regarder une vidéo, mais se retrouver projeté au-delà de ce qu'ils croient être la réalité. Je parle de prendre des champignons, pas pour le fun ou pour fuir quoi que ce soit, mais pour réellement voir ce qui se cache derrière le rideau. Pour briser ce filtre qui maintient l'esprit dans une boucle sans fin. J'ai récemment lu un article de Forbes qui expliquait qu'à peine 10 à 15% de la population humaine est réellement consciente d'elle-même, et je commence à en voir la validité partout autour de moi. À mon université, il y a des foules entières de personnes qui idolâtrent des influenceurs qui, au fond, ne sont rien de moins que des criminels ou des membres de gangs. D'autres parlent ouvertement d'agresser des gens, sans aucun remords, en pleine rue.
Et puis il y a cette obsession permanente des écrans, pendant des dizaines d'heures chaque jour. Personne ne semble troublé par l'avalanche de contenu généré par l'IA qui inonde le web, et bien plus encore. Ce que je veux dire, c'est que plus rien ne semble affecter qui que ce soit. Le monde continue d'avancer comme si de rien n'était. La plupart des gens donnent l'impression de ne plus avoir d'émotions profondes. Tout semble refoulé. Plus personne n'est perçu comme un être humain. Beaucoup ont ce regard vide, sans la moindre trace de la personne qui devrait être derrière ses yeux. Rien ni personne ne semble réel. Le cerveau est saturé de publicités et de contenus absurdes, remplis de désirs inutiles et d'informations sans intérêt. À cause de tout ça, les gens ne semblent plus réels. Tout le monde s'inquiète pour les mêmes absurdités, les conversations tournent en boucle autour des mêmes sujets, et j'entends sans cesse les mêmes choses. On s'inquiète de ne pas être à jour sur la dernière polémique liée à un YouTuber ou sur la dernière dispute entre deux créateurs. Même les escroqueries et les scandales sont devenus des divertissements. La moitié de ce que je vois chez les gens semble n'avoir qu'un seul but, influencer l'opinion des autres pour être perçu d'une certaine façon. Tout est détaché de toute émotion ou passion réelle. Ce qui me fait peur, c'est que ce comportement ressemble à une sorte de personnalité de remplissage qui aurait émergé naturellement chez nous, comme une réponse automatique de notre cerveau pour s'adapter à la société. Une forme d'adaptation où il suffit de suivre la foule. Le cerveau n'a même plus besoin d'être original dans un tel contexte. Il suffit de faire ce que les autres font. Il n'y a plus vraiment de réflexion personnelle à avoir. Et c'est justement ça qui explique pourquoi tant de gens ne sont plus conscients d'eux-mêmes. L'originalité se perd. On rencontre littéralement la même personne encore et encore, d'une certaine manière. La plupart des gens autour de nous fonctionnent ainsi, en mode pilote automatique. Et je parle là de 80 à 90% de la population. Ce chiffre est énorme. J'étais en train d'enseigner des techniques de survie à un gars, en plein milieu de la forêt, loin de tout. Et que Dieu me vienne en aide, il a commencé à parler de politique. Mais pas juste un commentaire en passant, non. C'était comme un flot continu de titres issus de MSNBC, mélangés aux posts les plus populaires de la première page de Reddit. Tout ce qu'il disait semblait venir d'ailleurs, comme s'il récitait une leçon qu'on lui avait apprise sans qu'il le sache. Il n'y avait rien d'original dans ses propos, aucune nuance, aucun doute. Et plus il parlait, plus ça me glaçait. Parce que ce n'était pas seulement ce qu'il disait qui était inquiétant, c'était le fait qu'il croyait sincèrement que ses idées venaient de lui. Je n'étais pas d'accord avec beaucoup de ce qu'il disait, mais je ne voulais pas créer un conflit. Je ne voulais pas casser l'échange ou provoquer une réaction. Alors je me suis contenté de l'écouter, presque fasciné, comme face à un phénomène étrange et troublant. C'était comme voir un esprit entièrement colonisé, un esprit qui n'a plus besoin de chercher parce qu'on lui a déjà fourni toutes les réponses. Et à ce moment-là, une pensée m'a frappé de plein fouet, et si tout le monde était comme ça? Pire encore, et si moi aussi j'étais comme ça? Et si mes idées, même celles que je crois radicales, opposées à ce qu'il dit, n'étaient en réalité qu'un autre programme, une autre version du même mécanisme? Est-ce que lui, de son côté, m'écouterait avec ce même regard vide si c'était moi qui lui balançais tout ce que je pense? Est-ce qu'il se dirait que je suis aussi prévisible, aussi programmé que je le crois lui? C'est cette idée qui me dérange le plus. Pas le fait qu'il ait parlé, ni même ce qu'il a dit, mais le miroir que ça m'a tendu sans que je m'y attende. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. C'est comme un vertige mental que je n'arrive pas à dissiper. Je crois que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi troublé, aussi remis en question. J'aimerais croire que la majorité des gens ne fonctionnent pas de cette manière, qu'il y a encore des esprits autonomes, des pensées réellement libres. Mais au fond, j'ai bien peur que ce soit rarement le cas. Et cette peur-là, elle reste. Je ne veux pas être l'écho de quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris. Mais maintenant, il y a une voix dans ma tête qui ne me laisse plus tranquille, qui remet en question chacune de mes convictions, qui me pousse à tout réévaluer. Et peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que cette gêne, ce doute, est ce qui fait la différence entre être vivant et être programmé.
Pendant un moment, j'ai cru être victime de harcèlement en groupe. Mais j'ai fini par accepter le fait que je ne fais rien qui justifierait une surveillance gouvernementale aussi poussée. Ce message a connecté tous les événements dans mon esprit. Il y a quelques mois, je travaillais dans un bar. Pour la première fois de ma vie, j'avais arrêté le porno, la malbouffe, et j'avais coupé tout ce qui était négatif dans ma vie. Ça a duré environ 2 semaines. Ce qui est étrange, c'est que pendant ces 2 semaines, une personne venait toujours au bar à la dernière minute et me faisait rester jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. On n'avait pas le droit de partir tant que tout le monde n'avait pas fini de boire. Ce qui rend les choses encore plus étranges, c'est que toutes ces personnes ou entités semblaient savoir que j'étais quelqu'un de spirituel. Même si les conversations tournaient autour de sujets qui m'intéressaient, elles me vidaient complètement. En rentrant chez moi, j'étais épuisé, j'avais l'esprit embrumé et je me sentais mal de toutes les manières possibles. Pour situer un peu, j'ai seulement 25 ans et je n'avais jamais ressenti ça auparavant. J'avais l'impression d'avoir la grippe. Mais dès que je rentrais chez moi, tout redevenait normal. Devine quoi? À cause de ce stress, j'ai fini par replonger dans le porno, la malbouffe, et j'ai arrêté d'aller à la salle de sport. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'il récoltait aussi des informations sur moi. Un type m'a demandé mon adresse pour soi-disant m'envoyer un livre. Un autre m'a demandé mon email pour m'aider à trouver un travail. Je n'ai jamais reçu ce livre ni aucun email. Par ignorance, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est seulement quand j'étais défoncé que j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Encore une fois, je croyais être délibérément traqué par des gens. Je suis retombé dans mes vieilles habitudes malsaines, et ma dépression est revenue. Petit à petit, je remonte en vibration, et tu sais quoi? Ça recommence. Le même type passe devant chez moi à la même heure chaque jour. La première fois, il a fait une remarque sur ma voiture en disant qu'il l'aimait bien. Dès que je fais quelque chose de bénéfique pour mon esprit au travail, quelqu'un entre toujours par hasard dans mon lieu de travail en demandant quelque chose. Ce genre de choses n'arrive jamais là où je bosse. Et quand j'essaie de maîtriser mes pensées sexuelles, ma copine essaie systématiquement d'initier une relation. Elle n'a jamais été comme ça avant. Je pourrais continuer pendant des heures. En bref, c'est sûr à 100% que tout cela est réel. Si tu vas à Chicago ou à New York et que tu t'assieds pour observer, tu peux vraiment voir combien de gens sont en pilote automatique. Tu peux regarder les gens dans les yeux et voir qu'il n'y a rien. Aucun esprit profond. Aucune logique. Ces personnes ne sont rien d'autre que des robots en chair et en os. Bientôt, ils seront remplacés par de vrais robots. Je me suis dit que ce serait intéressant d'observer un peu dans quel genre de paysage on vit aujourd'hui. On est entouré par une quantité impressionnante de gens qui ont littéralement perdu toute capacité de pensée critique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce à cause des réseaux sociaux? Des drogues légales et illégales? Des antidépresseurs? De la bouffe industrielle? Très probablement un mélange de tout ça, plus bien d'autres choses dont on ne parle même plus. Mais qu'on ne se trompe pas, il y a une guerre en cours en ce moment, bien réelle. Et si tu n'en es pas conscient, c'est que tu as déjà pris un sérieux retard. On a essayé encore et encore de prévenir les gens, de leur tendre la main, de leur souffler des indices, de les avertir doucement ou parfois frontalement. Mais dans mon expérience, ça n'a jamais vraiment marché. La plupart refusent catégoriquement de croire qu'on leur ment, qu'ils vivent dans une illusion parfaitement entretenue par une organisation très réelle et très structurée, composée des figures les plus influentes de la politique, de la technologie, des médias. Oui, je parle du Forum économique mondial, entre autres, ceux qui s'activent en coulisses pour affiner encore davantage la grille dans laquelle on est enfermé. Alors, histoire de ne pas sombrer dans l'ambiance permanente d'effondrement et de paranoïa, je me suis dit qu'on pourrait prendre ça un peu à la légère et faire une petite liste de signes pour repérer facilement les gens complètement absorbés par le système. Un petit moment de légèreté dans tout ce marécage mental. Je commence. Ces gens-là sont absolument incapables de traverser une rue sans qu'un petit bonhomme vert clignotant leur dise que c'est le bon moment.
Même s'il n'y a pas une seule voiture à l'horizon, même si la rue est vide sur des centaines de mètres, ils restent plantés là comme des statues, les yeux rivés sur le signal lumineux. J'ai littéralement vu un type rester bloqué à un coin de rue pendant 8 minutes entières. Rien autour, pas un bruit, mais il attendait sagement qu'un programme informatique lui donne la permission de bouger. Et c'est ça qui résume tout. Ce besoin maladif d'autorisation extérieure, cette peur panique de faire un pas sans validation. Il ne s'agit pas de sécurité, il s'agit de conditionnement. Ces comportements paraissent anodins, mais ce sont exactement ces réflexes-là qui rendent le contrôle total possible. Le monde peut s'effondrer autour d'eux, tant qu'ils ont une application qui leur dit quoi faire, ils se sentiront en sécurité. J'ai dû déposer mon mari à l'arrêt de bus parce qu'il s'était réveillé en retard pour aller travailler, et à la dernière minute, alors qu'on sortait, il a décidé d'emmener notre chien. C'est un labrador chocolat croisé, donc oui, c'est un gros chien, mais je n'étais pas très d'accord avec cette idée parce qu'il l'a mis dans la voiture sans laisse ni collier. On a souvent un petit débat à ce sujet, parce qu'il arrive qu'il y ait des écureuils dans le coin, et notre chien a tendance à leur courir après. Bref, on est parti avec le chien, sans laisse ni collier, jusqu'à l'arrêt de bus, et dès que j'ai laissé mon mari, je suis rentré chez nous. En arrivant, j'essaie de faire sortir mon chien de la voiture sans laisse, en tentant ma chance pour qu'il rentre sagement. Mais alors qu'il descend de la voiture et se dirige vers la porte, il aperçoit une moufette et se met à courir après. Je me mets à hurler son nom pour qu'il revienne, et il ne lui a fallu que quelques secondes pour revenir, parce que la moufette a eu le temps de le pulvériser en pleine tête. Il est revenu avec un œil fermé, l'autre à peine ouvert, et de la salive partout autour de la gueule. En voyant ça, je l'ai vite fait rentrer pour le laver et essayer d'enlever cette odeur horrible de son visage, sans succès évidemment. Pendant ce temps, mon mari n'arrêtait pas de m'appeler sur mon portable, mais je ne pouvais pas répondre, j'étais littéralement sous la douche avec le chien en train de le rincer. Quand j'ai enfin terminé de le laver, j'ai pu répondre à l'appel, et mon mari me dit qu'il est en route pour rentrer à la maison. Il m'explique qu'il m'a vu rentrer sans le chien, et qu'il a cru que je l'avais perdu, que j'étais rentré pour prendre mon téléphone ou aller chercher la laisse, mais que comme il ne m'a pas vu ressortir, il a imaginé le pire. Je lui ai dit que le chien était bien là, qu'il était dans la douche avec moi, et que c'est pour ça que je n'avais pas répondu. Et là, il me dit que ce n'est pas possible, parce que sur la caméra Ring, on ne voit pas du tout le chien rentrer dans la maison avec moi. C'est pour ça qu'il faisait demi-tour, pour m'aider à le retrouver. Je lui ai expliqué que le chien courait juste à côté de moi, qu'il était là, je voyais sa tête, son corps, il était bien là, juste à côté. Mais après coup, je me suis dit, s'il a regardé la vidéo, il aurait dû le voir. Peut-être qu'il a raté un moment ? Après tout ça, je lui ai dit qu'il pouvait retourner au travail. J'ai pris une douche moi aussi, puis je suis allé me recoucher, car il était encore tôt. C'est là que j'ai décidé de vérifier l'appli Ring pour voir ce qu'il avait vu, parce que j'étais un peu perdu. Et à ma grande surprise, il avait raison. Dans la vidéo, on dirait que je parle toute seule. Le chien n'est pas visible. On le voit bien au début sortir de la voiture et courir vers la rue après la moufette, mais quand je l'appelle et qu'il revient, il n'apparaît plus. On dirait que je cours toute seule. Comme si je l'avais laissé derrière. Et c'est pour ça que mon mari s'est tellement inquiété. Je n'en revenais pas. Comment c'est possible ? C'est là que je pense qu'il y a eu une sorte de bug, une faille dans la matrice. La caméra fonctionne parfaitement, je me vois clairement, on voit la voiture, la rue, et oui il faisait un peu sombre mais les lumières étaient allumées, l'image est très nette. J'ai même pensé à poster la vidéo pour que d'autres la voient, mais je devrais d'abord en parler à mon mari. J'ai montré la vidéo à des amis et à quelques membres de ma famille pour voir ce qu'ils en pensaient, parce que je commençais à douter de moi-même. Et ils m'ont tous dit que c'était probablement parce que le chien était passé de l'autre côté, hors du champ de la caméra, et que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Mais je leur ai dit que non, il était juste là, à côté de moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Sa tête, son corps, il courait avec moi. Au final, ils n'ont pas cru ce que je disais, pensant que j'avais peut-être imaginé qu'il était à côté. Et ça m'a vexé,
parce que j'ai eu l'impression qu'on remettait en question ce que j'ai vu, comme si je devenais folle. Mais je sais ce que j'ai vu, et je m'y tiendrai. Je partage cette histoire ici parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre des choses bizarres, qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Dans l'ensemble, je mène une vie assez ordinaire. Je ne suis pas en couple, j'ai un cercle social réduit, je vais au travail puis je rentre chez moi. Je gagne juste assez pour payer mes factures, pas beaucoup plus, mais le boulot n'est pas stressant et dans l'ensemble je l'apprécie. Ne te méprends pas, j'aime la tranquillité qui vient avec cette routine. Ce genre de stabilité a quelque chose de rassurant. Mais parfois, j'ai quand même cette impression étrange, comme si j'étais un figurant dans ma propre existence, un personnage secondaire qui regarde les jours passer sans vraiment les habiter. Je me demande si c'est ça, une crise existentielle. Peut-être que oui. Peut-être que c'est simplement cette lucidité soudaine, ce moment où tu prends du recul et tu te demandes ce que tu fais vraiment ici. Tu te rends compte que tout est en place, tout fonctionne, mais qu'il manque quelque chose, sans forcément savoir quoi. Pas forcément une grande aventure, ni une histoire d'amour folle, ni un projet de vie ambitieux. Juste une impression qu'il devrait y avoir un peu plus, un peu de profondeur, un peu de sens que tu n'arrives pas à nommer. Et ce sentiment-là, il est étrange, parce qu'il ne vient pas d'un manque évident. C'est pas comme si tout allait mal. C'est juste vide. Pas dramatique, pas douloureux, juste silencieusement creux. Comme si tu vivais en mode silencieux, sans que rien ne vienne vraiment te réveiller. Pendant 6 mois, j'ai dû consulter un spécialiste pour un problème de santé. La clinique se trouvait de l'autre côté du département, donc je devais prendre 2 bus pour y aller et en revenir. Le trajet du retour était imprévisible. Parfois le bus arrivait, parfois non. Il m'arrivait de rentrer chez moi avec plusieurs heures de retard. Et pourtant, peu importe l'heure ou le jour de la semaine, même le samedi, je me retrouvais toujours avec le même groupe de personnes dans le bus. Ils montaient tous à la même station, la ville A, et descendaient tous à la même, la ville B, sauf une personne qui continuait jusqu'à ma ville. À chaque fois. Ils s'installaient aux mêmes places, avaient presque les mêmes conversations à chaque trajet, faisaient les mêmes remarques sur les mêmes lieux visibles depuis la fenêtre. Honnêtement, je n'y prêtais pas trop attention. Pour moi, ils faisaient juste partie du décor, et j'étais généralement plongé dans un livre. Il y a sûrement une explication tout à fait normale à ça. Mais c'était toujours le même groupe, peu importe le jour ou l'heure à laquelle je prenais le bus. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. C'est seulement après, quand je n'ai plus eu besoin d'aller à la clinique, que je me suis dit, c'était quand même étrange. Je crois que j'ai vu un PNJ une fois. J'étais assis dans un bar un peu miteux, du genre vieux bar de quartier avec des télés accrochées partout, pendant un Monday Night Football, dans une grande ville. Il devait être au milieu du 3e quart-temps quand un type entre et s'installe à la table la plus proche de la porte. Il s'assoit sans dire un mot, le regard fixé droit devant lui, sans expression. Le barman s'approche pour prendre sa commande, et le gars lui demande un verre de lait entier. Juste ça. Pas un café, pas une bière, pas un soda. Un verre de lait, en plein match de foot, dans un bar. Puis il retourne à son silence. Pas de téléphone, pas de livre, pas même un regard autour de lui. Juste assis là, les yeux dans le vide, avec une sorte de micro-sourire, comme un 10% de sourire, figé. Le lait arrive, il le boit lentement, sans jamais détourner le regard. Aucun mouvement inutile. Pas une once d'interaction avec l'environnement. Il termine son verre vers le milieu du 4e quart-temps, sort quelques billets, règle l'addition, se lève et repart, aussi tranquillement qu'il était venu. Et je sais pas pourquoi, mais j'y repense encore, des années plus tard. C'est pas que c'était choquant ou inquiétant. C'était juste tellement déconnecté. Comme si le gars était là uniquement pour remplir un espace, comme une fonction dans un programme, un événement placé dans la timeline d'un autre pour semer une question sans réponse.
Je me suis récemment lancé dans une frénésie de lecture de ce genre d'histoire, et ça m'a fait me demander si j'avais déjà vécu quelque chose de similaire. En y repensant, je me suis rendu compte que oui, même si ce n'est pas aussi étrange ou extrême que certains récits. La famille de ma copine vit un peu plus loin, alors je nous conduis souvent chez eux pour leur rendre visite. Et, sans exception, je dis bien à chaque fois, quand on repart pour rentrer chez nous, et seulement à ce moment-là, jamais à l'aller, il y a toujours ce même homme qui promène son chien, exactement au même endroit. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est juste sa routine, et que je tombe simplement au bon moment à chaque fois. Mais non, je parle d'heures complètement différentes, il peut être 15h comme 23h, et il est toujours là, en train de tourner le coin pile quand on passe, comme s'il apparaissait à ce moment-là. C'est vraiment étrange, comme si on voyait une scène rejouée en boucle, toujours exactement de la même manière. À chaque retour, on en parle dans la voiture et on vérifie. Et à chaque fois, sans exception, il est là. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, et je te jure que si ça m'arrivait dans un jeu, je serais en train de râler sur le manque de diversité des PNJ. Un de ces jours, je vais avoir le courage de m'arrêter et de lui demander poliment à quelle fréquence il promène son chien. Qui sait, peut-être qu'il se dit aussi, c'est dingue, chaque fois que je sors mon chien, cette voiture blanche passe. J'ai un studio dans un espace partagé, un ancien entrepôt industriel immense qui servait autrefois de filature de coton. Le bâtiment est énorme, il occupe pratiquement tout un pâté de maisons. Pendant la journée, il y a facilement 150 personnes qui y bossent en même temps. Au rez-de-chaussée, il y a aussi une brasserie qui ouvre à 11h du matin et qui sert des déjeuners. C'est un lieu vivant, les gens vont et viennent toute la journée. Mais voilà le truc étrange, je croise tout le temps le même gars. Tous les jours. Peu importe à quelle heure j'arrive. Mon emploi du temps change tout le temps, parfois j'arrive à 9h, d'autres fois à 11h, parfois je reste tard le soir, parfois non, mais ça ne change rien, chaque fois que je me pointe, ce type est là. Soit il arrive pile au même moment que moi, soit il est déjà dans le garage, en train d'entrer dans sa voiture ou d'en sortir. Si je descends les escaliers, il est en train de les monter. Si je sors des toilettes, il sort des toilettes aussi. C'est comme un manège. C'est devenu tellement fréquent que ça commence à me déranger, pas juste parce que c'est bizarre, mais parce que ça finit par créer une sorte de tension silencieuse. Un sentiment de répétition qui semble trop précis pour être fortuit. Aujourd'hui, j'ai presque eu envie de lui dire quelque chose. Genre, c'est quoi ce délire ? On dirait deux navires qui se croisent en mer, tout le temps, sans jamais vraiment interagir. Mais je déteste les petites conversations inutiles, alors je me suis retenu. Pourtant, ça continue à me trotter dans la tête. Pas juste parce que c'est étrange, mais parce que ça me donne une impression de boucle, comme si quelque chose de mécanique se rejouait sans fin, sous la surface. Et justement, j'ai écouté un super podcast l'autre jour. C'est dans Tinfoil Hat, et l'épisode est avec une femme qui s'appelle Jess Reed. Elle est morte d'une overdose, cliniquement morte, et elle raconte qu'on lui a dit que tout ça, notre réalité, notre monde, n'est en fait qu'un jeu vidéo. Elle est revenue à la vie après ça, et elle raconte tout en détail. C'est fascinant. Elle ne le dit pas comme une théorie abstraite, elle en parle avec une clarté déconcertante, comme si elle avait vu les coulisses du programme. J'utilisais les transports en commun pour aller de mon appartement au travail. Je vivais dans le sud de la ville et je travaillais à l'ouest. Chaque jour, je prenais le même bus devant mon immeuble. Je devais changer de ligne au centre-ville pour prendre un autre bus vers l'ouest. Donc, chaque jour, je voyais les mêmes personnes, et elles me voyaient aussi. Un jour, un homme en costume beige s'est approché de moi. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Il est venu droit vers moi, avec assurance. Il n'a pas dit bonjour, ni entamé une conversation comme on s'y attendrait normalement. Il a dit « Je travaille dans ce bâtiment-là », en désignant l'immeuble juste en face de l'arrêt de bus, au 11e étage. J'ai levé les yeux vers la fenêtre qu'il pointait, puis je l'ai regardé de nouveau.
Ensuite, il a dit, je te vois tous les jours à la même heure. Je n'avais jamais réalisé à quel point les humains sont routiniers, jusqu'à ce que je commence à te remarquer. Puis il est parti. C'était plutôt inquiétant au début, parce que j'étais une jeune femme dans la vingtaine et qu'un homme plus âgé, inconnu, venait de me faire savoir qu'il m'observait tous les jours à la même heure. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que, moi aussi, je voyais les mêmes personnes à la même heure. Sommes-nous tous des PNJ, ou est-ce simplement dans la nature humaine d'être aussi routinier? Est-ce que toi aussi tu prends toujours le même chemin pour aller au travail? Tu fais les courses le même jour chaque semaine? Combien de tenues possèdes-tu vraiment? Parfois, je porte la même tenue une fois par semaine. Je vais à la salle de sport à la même heure chaque jour. Je fais le plein à la même station-service plusieurs fois par semaine, souvent au même moment. Je me réveille à la même heure chaque matin, même les jours où je ne travaille pas et que je pourrais dormir plus longtemps. Je me réveille quand même. En l'écrivant maintenant, j'ai l'impression que ma vie ressemble au film Un jour sans fin. En ce moment je bosse sur un chantier, et le gars qu'on a en tant que manœuvre, je suis quasiment sûr que c'est un PNJ. Je le compare souvent à un ouvrier dans Age of Empires. Tu lui donnes une tâche simple, du genre, tu peux descendre cette planche de bois à la cave, et ensuite, plus de nouvelles. 30 minutes plus tard, tu le retrouves en bas, debout dans la cave, figé, en train de fixer un mur, juste à côté de la planche qu'il vient de déposer. Pas occupé à faire autre chose, pas distrait. Juste là. Mode veille. À la pause déjeuner, il reste assis dans sa voiture pendant une demi-heure, moteur coupé, pas en train de manger, pas au téléphone. Juste là, comme mis en pause. Rien ne se passe. Une autre fois, je lui demande de me passer un rouleau de scotch qui était à l'autre bout de la pièce. Il s'approche lentement, bras tendus, arrive à une quinzaine de centimètres de ma main, et il laisse tomber le rouleau par terre. Pas de maladresse, pas de geste brusque. Juste, dépose au sol, comme si le transfert était terminé. Alors évidemment, à force, on a commencé à jouer un peu avec la situation. Un jour on l'a envoyé au magasin de bricolage du coin pour chercher de la peinture rayée. Une bonne vieille blague. Il revient 15 minutes plus tard, l'air sérieux, et nous demande « Vous voulez quelle couleur ?» Et c'est ça le plus étrange. C'est pas qu'il soit idiot ou incompétent. C'est autre chose. Comme s'il manquait une couche de conscience. Il suit les instructions au pied de la lettre, sans initiative, sans doute, sans question. Il exécute. Et ça, c'est ce qui donne cette impression bizarre. T'as pas l'impression d'avoir affaire à une vraie personne, mais à une entité qui simule le comportement humain. Suffisamment bien pour passer inaperçu, mais pas assez pour te convaincre complètement. Mon mari est un artisan qui travaille dans des maisons privées. La semaine dernière, il a eu un client dont il est convaincu qu'il s'agit d'un PNJ. La maison est habitée à plein temps par l'homme et son fils. Ce n'est pas une location de type Airbnb. Pourtant, la maison est vide. Tous les plans de travail sont dégagés. Il n'y a rien sur les plans de travail de la cuisine, pas de repose-cuillère, pas de joli livre de cuisine, rien. Il y a encore moins d'objets que dans une maison témoin. Aucun bibelot, aucune statue, aucun élément de décoration. Mon mari n'a pas fouillé dans le frigo, mais il a vu un seul pot de beurre de cacahuète posé sur le plan de travail du garde-manger. Il avait l'air déplacé, vu que tout le reste était impeccable. La chambre de l'enfant contient un lit et une armoire. Aucun jouet, aucun tapis mignon, aucun poster sur les murs. L'homme travaille depuis chez lui, mais son bureau contient uniquement un ordinateur posé sur le bureau. Aucun objet en rapport avec le travail, pas de post-it, pas de bloc-notes, aucun document. Pas d'imprimante, pas de webcam. Rien du tout. Il n'y a aucune photo dans la maison, aucun portrait de famille sur les murs. Les seuls objets décoratifs visibles sont 5 tableaux d'un artiste renommé, dont les œuvres les moins chères coûtent au moins 5 000 $. Alors bien sûr, on peut être ultra minimaliste.
Mais ce qui a vraiment mis mon mari mal à l'aise, c'est que cet homme ne possède absolument aucun objet lié à un hobby. Dans le garage, il y a 5 outils, une perceuse, un marteau, une tronçonneuse. C'est tout. Aucun matériel de pêche, de camping, aucun vélo, aucun équipement de randonnée, rien qui suggère un loisir extérieur. Mon mari a même eu l'occasion de jeter un œil dans le placard de la chambre d'amis, pensant y trouver du rangement. Il était complètement vide. Il n'y a aucun livre, aucun jeu d'échecs, aucun jeu de société. Et ce n'est pas comme s'il y avait des placards partout où ces choses pourraient être rangées. Absolument aucun signe de passion ou d'intérêt. Il y a une télévision dans le salon, mais pas de Nintendo ni de PlayStation branchée. Quant à l'homme lui-même, il est très difficile à aborder. Froid, il ne fait pas de conversation du style « comment ça va ?» ou autre. Il ne pose pas de questions et se contente du strict minimum. Avec mon mari, on plaisante en disant qu'il doit être un assassin. Mais honnêtement, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Que fait-il de son temps? Je suis convaincu que ce n'est pas une vraie personne. Il y a quelque chose de vraiment étrange, comme une sensation de « vallée dérangeante » dans tout ce que mon mari m'a raconté. Vendredi, pendant que je bossais, je devais me rendre dans une ville où je vais rarement. Il pleuvait à verse, vraiment fort, le genre de pluie qui transforme tout en rideau gris. Et là, en bord de route, je vois un vieux monsieur en train de marcher. Il n'était même pas sur le trottoir, il marchait carrément sur la chaussée. Les voitures devant moi ne ralentissaient même pas, elles ne se déportaient pas, rien. Franchement, je les ai trouvées un peu dégueulasses. Moi, j'ai ralenti, je me suis un peu décalé sur la voie pour lui laisser de la place. Et c'est là que c'est devenu bizarre. Quand je suis passé à sa hauteur, il a tourné la tête d'un coup sec, presque trop vite pour son âge, et il m'a fait le signe du stopper, le pouce levé, sans émotion. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'avait pas réagi comme ça aux autres voitures. Juste à moi. J'ai trouvé ça étrange. J'ai eu un petit pincement, je me suis dit que ce type devait galérer pour marcher sous une telle pluie, mais j'étais en plein boulot, donc je n'allais pas m'arrêter. Et honnêtement, même si j'avais été libre, je ne sais pas si je l'aurais pris en stop. Quelque chose me dérangeait, sans que je sache dire quoi exactement. Le lendemain, samedi, je suis à 200 km de là, chez de la famille, dans une toute petite ville paumée, du genre que tu ne visites que si t'as quelqu'un qui y habite. En fin d'après-midi, je prends une route secondaire pour rejoindre l'autoroute et rentrer chez moi. Je tourne à un virage, route déserte, rien autour, et là, le même vieux. Exactement le même. Même vêtements trempés, même coupe de cheveux, même démarche un peu voûtée, même expression. Il marche sur le bas-côté, comme la veille. J'ai à nouveau ralenti, je me suis décalé instinctivement, exactement comme la première fois. Et lui, pareil. Il s'est retourné d'un coup sec, m'a regardé droit dans les yeux, et m'a refait ce même geste du pouce levé. C'était pas une coïncidence. Pas une ressemblance. C'était lui. 100%. Les mêmes gestes, le même regard, comme s'il rejouait une scène déjà écrite. Et là, j'ai eu un vrai frisson. J'ai pas ralenti davantage. J'ai continué ma route. Cette fois, ce n'était pas juste étrange, c'était dérangeant. Parce qu'il n'y avait aucune explication logique. 2 jours d'affilée, 2 villes éloignées, 2 moments sans lien, et pourtant la même personne, dans les mêmes conditions. J'ai passé tout le trajet du retour à y penser, à essayer de comprendre. Je me demande encore ce que j'ai vu exactement. Et surtout pourquoi c'est tombé sur moi. Il y a certaines personnes qui montent dans leurs rêves, et des démons prennent alors le contrôle de leur conscience. Il y a des gens dont la vie entière est dirigée. Aucune volonté propre. Toutes leurs décisions sont prises à leur place. C'est important de le savoir, surtout si tu as eu une vie difficile, car c'était probablement le diable depuis le début qui causait tout ça. Même les mauvaises décisions que tu as prises, les choix pécheurs, pourraient ne pas avoir été les tiens.
Je fais partie de ces personnes et ma vie est complètement désorganisée à cause de cela. Mais je sais que ce n'est pas ma faute. Même le fait d'avoir été red pillé, ce n'était pas vraiment ma décision. On m'y a conduit. Remarque que la plupart des discours red pill sont basés sur des peuples germaniques ou venant de l'hémisphère nord. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle on te pousse dans cette direction. C'est pour qu'on puisse ensuite te faire sentir coupable, surtout en ce qui concerne les relations avec les minorités. Les PNJ sont des personnes qui sont possédées par le diable ou Satan. Ils n'ont pas de choix. À moins que je ne me trompe et que ceux qu'on appelle les normies soient eux aussi contrôlés. Tout cela tourne autour du cerveau, du système nerveux et de la manipulation du temps. Il s'agit aussi de jugement. La plupart d'entre nous sont ou peuvent être contrôlés si nous figurons sur une liste. Certains sont contrôlés dès la naissance, et d'autres le deviennent à cause de leurs actions, pendant qu'ils utilisent leur libre arbitre, en supposant qu'ils en aient eu un, et que ce n'était pas une autre entité qui créait les scénarios de leur vie. Il y a un petit café pas loin de chez moi, avec quelques tables installées à l'extérieur. L'une d'elles est toujours occupée par le même groupe de petits vieux, toujours les mêmes, assis là avec leur café. J'ai l'impression qu'ils arrivent à l'ouverture et qu'ils repartent à la fermeture, parce que chaque fois que je passe devant, si la table est installée, ils sont là. Sans faute. L'un d'eux est l'oncle de ma voisine, la femme qui habite juste à côté. C'est d'ailleurs la seule autre fois où je le vois, quand il fait sa frappe spéciale à sa porte avant d'entrer. Ce qui est bizarre, c'est que je suis presque sûr de lui avoir dit bonjour sur le pas de sa porte, en sortant de chez moi, puis de l'avoir vu assis à la table du café 5 minutes plus tard en passant dans la rue. Exactement à la même place, comme s'il s'était téléporté. La seule période où ce rituel a été perturbé, c'était pendant le confinement. Les tables n'étaient plus installées, mais ça ne les a pas arrêtés. À la place, ils s'asseyaient sur un muret de l'autre côté de la rue, avec des cafés à emporter. Et encore une fois, chaque fois que je passais, peu importe l'heure, ils étaient là. Toujours les mêmes, au même endroit, avec la même énergie tranquille et silencieuse. Avec mon partenaire, on les appelle toujours les PNJ, les personnages non jouables. Il y a un côté rassurant dans leur présence immuable, mais aussi quelque chose de légèrement irréel. Parfois, j'ai envie de m'arrêter pour leur parler, juste pour voir. Peut-être qu'ils ont une quête secondaire à me proposer, qui sait. Essaie d'expliquer à quelqu'un comment fonctionnent les PNJ, et tu verras rapidement à quel point c'est difficile. Est-ce qu'ils simulent leurs réactions ? Comment peuvent-ils réagir à des stimuli s'ils ne ressentent rien ? Ce genre de questions complique vite les choses. Mais dès qu'on parle des personnages de rêve, ces inconnus qui peuplent nos songes, tout devient plus simple. Quand tu es dans un rêve, ces personnes semblent tout à fait réelles. Elles réagissent comme tu t'y attendrais, elles peuvent tenir des conversations réalistes avec toi, rien chez elles ne semble étrange. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te voit et te perçoit. Puis tu te réveilles, et tu réalises que rien de tout cela n'était réel. Cette fille magnifique à qui tu parlais ? Ce n'était qu'un rêve. Tu aurais pu faire tout ce que tu voulais, sans aucune conséquence, si seulement tu avais su que tu rêvais. Les rêveurs lucides profitent de cet état pour satisfaire leurs fantasmes. Il est possible que tu ne puisses pas vivre certaines expériences avec des personnes dans la vraie vie, mais tu peux très bien les rêver. Assez bizarrement, les personnages de rêve cessent souvent d'agir de manière normale une fois que tu te rends compte que tu es en train de rêver. La fenêtre pendant laquelle tout paraît réaliste est donc très étroite, mais je m'égare. Cela répondrait à de nombreuses questions. Non, les PNJ ne réagissent pas aux stimuli, parce qu'ils ne ressentent rien. Ils se contentent d'agir comme s'ils ressentaient, si tu leur prêtes attention, pour maintenir l'illusion. J'ai d'ailleurs testé cela. Tu peux identifier si quelqu'un est un PNJ ou non, par exemple dans un bus. Pose ta main sur le bras nu d'une fille. Si elle est réelle, elle réagira immédiatement, bien que ce ne soit probablement pas la réaction que tu espères. En revanche, si c'est un PNJ,
tu n'obtiendras aucune réaction. Les personnes réelles se retournent pour voir ce qui se passe et te regardent, tandis que les PNJ semblent ne rien en avoir à faire. Quand tu leur parles, demande-leur ce qu'ils pensent d'un sujet ésotérique ou obscur. Les vraies personnes se montreront curieuses, voire impressionnées, par un sujet nouveau. Certaines te raconteront même des anecdotes personnelles. Les PNJ, eux, ne réagiront pas du tout. Pour répondre, ils choisiront un mot courant que tu as utilisé et changeront de sujet en s'y raccrochant. Par exemple, si tu leur parles du petit crochet que tu n'avais jamais remarqué sur le F du logo Ford, ils ignoreront ce détail et commenceront à parler d'une voiture Ford qu'ils ont eue. Cette théorie se rapprocherait de la théorie de la simulation, sauf que nous ne serions pas dans une simulation informatique, mais dans un rêve partagé. Ainsi, les mêmes personnages que ceux de nos rêves peupleraient le monde réel, mais de manière plus cohérente et réaliste. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent t'entendre ou te ressentir, tout comme les gens dans tes rêves ne sont pas réellement là. Mais tous deux agissent de manière suffisamment convaincante pour que tu n'oses pas franchir certaines limites morales, car, et s'ils étaient réels ? On ne peut franchir cette ligne qu'en prenant conscience qu'on rêve. Si la réalité est véritablement fractale, alors l'existence de zombies philosophiques est à prévoir. D'un autre côté, il existe une théorie selon laquelle certaines personnes dans tes rêves sont bel et bien réelles. D'abord, dans les cas de rêves partagés, où deux personnes rêvent l'une de l'autre et vivent les mêmes expériences. Ensuite, avec des entités en 4D ou 5D qui se manifestent dans tes rêves. Ces entités semblent se souvenir de toi dans des rêves ultérieurs, elles rejettent l'idée de ne pas être réelles si tu abordes le sujet, et tu peux même obtenir d'elles des idées originales qui ne viennent pas de toi. Hier, je suis rentré chez moi à vélo après le boulot, comme je le fais à chaque fois que je travaille. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais en arrivant dans ma rue, j'ai vu un homme garer sa voiture, une Hyundai i25 blanche. Il portait une chemise bleue, je l'ai remarqué sans vraiment y penser. Juste un détail parmi d'autres. Sauf que 3 secondes plus tard, à peine, je vois exactement la même scène, la même voiture, même modèle, même couleur, même homme, même chemise bleue. Et ils étaient garés à quelques mètres l'un de l'autre, séparés seulement par 2 autres voitures. Tous les deux en train d'essayer de se garer au même moment, avec la même hésitation, la même erreur d'angle, la même correction de trajectoire. Et ils réussissent tous les deux à se garer au même instant. J'ai ralenti en me demandant si je n'étais pas en train d'halluciner, si mon cerveau fatigué ne me jouait pas un tour. Mais non. Tout était bien là. Les 2 voitures, identiques. Les 2 conducteurs, identiques. Le même comportement, les mêmes gestes, les mêmes vêtements. Une copie conforme, comme un duplicata mal dissimulé. Je n'ai malheureusement pas pensé à regarder les plaques d'immatriculation, ce qui aurait peut-être levé le doute. Mais je te jure, tout était identique. Et depuis, je n'arrête pas de tourner ça dans ma tête. Je ne sais pas si les développeurs deviennent paresseux, si c'est une faille dans la matrice, ou un genre de signal, comme une façon de nous dire qu'il est temps de sortir, ou de nous rappeler que si on est conscient de ces détails, c'est qu'on a encore une forme de liberté intérieure. Une sorte d'anomalie dans un système qui tourne en boucle. Je prends le train chaque matin pour aller au travail. Ces derniers temps, maintenant que l'été approche rapidement ici au Colorado, le soleil est déjà bien levé et dépasse les immeubles voisins quand j'arrive à la gare. Ce n'est donc plus ce moment entre chien et loup où la lumière trouble pourrait induire en erreur. Ce matin, je monte à bord comme d'habitude, et je vois que le wagon est presque vide, à part un autre passager. Assis juste à côté de la porte, bien visible, il y a un homme clairement d'origine indienne ou moyen-orientale, cheveux noirs, rasés de près, peau mate, lunettes, un pull vert foncé. Il était jeune, je dirais dans la vingtaine. On a échangé un regard quand je suis monté. J'ai continué mon chemin et je me suis assis, dos à lui, sur un siège tourné vers l'avant du train. On ne parcourt qu'un seul arrêt. Pas le temps pour qui que ce soit de monter ou de descendre. Le train s'arrête à la station suivante, les portes s'ouvrent. J'entends quelqu'un passer derrière moi,
en direction de la sortie. Je lève les yeux machinalement et, pendant une seconde, je vois son dos. Il porte exactement le même pull vert foncé que l'homme que j'ai vu plus tôt. Même coupe, même texture, exactement le même. Il se retourne, et là, je suis totalement secoué. Ce n'est pas du tout le même homme. Cette fois, c'est un homme blanc, facilement dans la soixantaine, avec des cheveux d'un blanc éclatant, presque argenté, et une petite barbe courte, négligée, d'un blanc fluorescent. On se regarde un instant, et je détourne immédiatement les yeux, parce que mon adrénaline explose. Mon corps a réagi avant que mon cerveau ait eu le temps de comprendre. Quand je me retourne pour regarder derrière moi, le siège du premier homme est vide. Totalement vide. Je suis quelqu'un d'observateur. Je n'ai pas de trouble psychologique, rien qui puisse expliquer une hallucination de ce type. J'ai de très bons yeux, et je suis certain de ce que j'ai vu. Le premier homme était jeune, brun, peau mate, sans barbe. Le deuxième était âgé, blanc, barbe bien visible, cheveux comme neige. Le seul point commun, c'était ce pull vert foncé. Exactement le même. Et je ne parle pas d'un pull qui y ressemble, je parle du même. Est-ce que quelqu'un aurait pu monter à bord derrière moi, porter exactement le même pull, marcher dans l'allée juste pour ressortir à l'arrêt suivant pendant que le premier gars quittait discrètement le train dans mon dos? Techniquement, oui. C'est possible. Mais pourquoi? Pourquoi une telle coïncidence dans un train presque vide? Pourquoi deux personnes avec des profils si différents, et un seul point commun, au moment précis où je regarde? Il existe une théorie qui circule sur certains forums, notamment 4chan, et qui prend appui sur une étude affirmant qu'environ seulement 25% de la population aurait une voix intérieure. À partir de ce constat, certains ont développé l'idée que la majorité des êtres humains ne seraient pas pleinement conscients, mais qu'ils ressembleraient plutôt à des personnages non jouables, comme dans un jeu vidéo. Ils ne seraient pas vraiment animés par une volonté propre ni habités par une âme, ils réagiraient simplement aux événements extérieurs de manière mécanique, sans réflexion profonde. Cette idée va encore plus loin. Elle suppose qu'il n'existe qu'un nombre limité d'âmes dans le monde, et que celles-ci se réincarnent dans de nouveaux corps à chaque génération. Mais avec la croissance fulgurante de la population mondiale, beaucoup de personnes naîtraient sans âme, comme si leur enveloppe corporelle fonctionnait sans une conscience véritable. Et même si l'étude sur laquelle cette théorie repose semble douteuse, il est difficile de ne pas remarquer certaines choses troublantes dans le comportement humain en général. Quand on observe l'histoire, on voit bien que la majorité des gens ont toujours suivi les ordres sans se poser de questions. Ils obéissent, ils acceptent ce qu'on leur impose, même si c'est injuste ou destructeur, sans chercher à comprendre ni à résister. Aujourd'hui, ce phénomène paraît encore plus marqué. On voit des foules entières qui se contentent de répéter ce qu'on leur dit, qui adoptent sans réfléchir les discours dominants, qui défendent des idées sans les avoir examinées par eux-mêmes. Ils vivent leur vie comme s'ils étaient programmés pour suivre un schéma, pour consommer, pour travailler, pour exister sans jamais remettre quoi que ce soit en question. Pendant ce temps, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui refusent de suivre aveuglément, ceux qui s'interrogent sur la réalité dans laquelle ils vivent, restent très minoritaires. Ce sont souvent eux qui alertent, qui dénoncent, qui tentent de réveiller les autres, mais leurs voix sont ignorées ou étouffées. C'est comme si une grande partie de la population était enfermée dans un état de passivité permanente, incapable d'agir autrement que par réflexe ou habitude. Et quand on regarde le monde avec cette idée en tête, on commence à voir les choses différemment, comme si une partie de ce que l'on croyait être l'humanité n'était en réalité qu'un décor animé, une masse qui ne fait que remplir l'espace sans véritable intention derrière ses actes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.